Dans notre dernier épisode consacré à Doom, on a abordé pas mal de choses, mais il y a un petit détail sur lequel j'aimerais revenir. Malgré tout le travail fait sur les animations des ennemis, comme sur les impacts des balles ou les patterns des attaques, les développeurs d'id Software ont quand même choisi de mettre les démons de l'enfer en surbrillance bleue ou orange quand ils sont sonnés et prêts à se faire démembrer par un glory kill. Ce qui permet à nous, joueurs et joueuses, de tout de suite les repérer au milieu du chaos du combat, et donc de pouvoir facilement s'orienter vers eux et faire le finish exactement où, quand et comment on le veut. Et ça, c'est une décision très intéressante, parce qu'elle témoigne de la volonté de l'équipe texane à prioriser la lisibilité et le fun grâce à un élément d'interface supplémentaire, plutôt qu'une forme de cohérence et d'immersion, puisque notre avatar n'a pas de raison de les voir avec cette surcouche colorée. Et ça, c'est pas anodin. Parce que pendant la conception de n'importe quel jeu, tous les game designers sont confrontés à ce genre de problématiques liées à l'interface. Et les décisions qu'ils vont prendre par rapport à celle-ci traduisent donc forcément leurs intentions esthétiques, narratives et ludiques, parce qu'elles doivent être cohérentes avec leurs ambitions premières et la proposition qu'ils veulent amener. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser précisément à ces interfaces. Si elles sont présentes depuis les débuts du jeu vidéo, elles ont avec le temps beaucoup évolué et sont devenues un outil de game design à part entière. On va donc essayer de voir comment les designers s'en servent ou pas pour appuyer les idées et messages qu'ils veulent nous transmettre. Ne touchez à rien, c'est parti pour un nouvel épisode de Loop. Aujourd'hui, quand on s'intéresse aux interfaces, on tombe forcément face à deux grands champs théoriques et pratiques complémentaires, l'UX pour expérience utilisateur et l'UI pour interface utilisateur. Alors je ne m'étendrai pas trop dessus, histoire de m'éviter les foudres des adeptes de l'un ou de l'autre, mais de ce que j'ai pu en comprendre, la différence fondamentale entre les deux matières, c'est que l'UX vise à concevoir l'expérience de l'utilisateur, à agencer l'interaction et la rendre plus ergonomique, et l'UI va traduire cette conception par des visuels ou des sons, tout en apportant logiquement une patte esthétique à l'ensemble. Dans son livre The Design of Everyday Things, Don Norman dresse les enjeux principaux autour de l'UX et par extension de l'UI. Pour ce qui nous intéresse, on peut retenir 4 éléments, l'affordance, les signifiers, le mapping et les feedbacks. L'affordance, c'est la capacité d'un objet à suggérer son utilisation, ce qui facilite quand même bien les choses quand il faut interagir avec. Les signifiers, ce sont les signes qui nous explicitent comment l'interaction doit se faire. Le mapping, c'est l'organisation logique entre les points d'interaction et leurs résultats. Et les feedbacks, ce sont les indices qui confirment les interactions. Dans un jeu vidéo, on va évidemment trouver ces mêmes enjeux, puisqu'une meilleure interaction, c'est une meilleure expérience. Il faut qu'un jeu nous apporte toutes les informations nécessaires à notre compréhension d'une situation et à la résolution de celle-ci, le tout en renforçant chacun des aspects du jeu, mécanique, narratif, systémique, etc. Alors bien sûr, au début du jeu vidéo, c'était pas foufou. On avait au mieux une barre de vie, un score et un menu sommaire pour sauvegarder ou quitter la partie. Mais avec le temps, les interfaces se sont diversifiées et complexifiées au moins autant que les expériences de jeu. On a désormais en plus des barres de vie, des barres de mana ou d'expérience, des munitions, des routes de sélection d'armes rapides, des minimaps, des indicateurs d'objectifs ou encore des objets et ennemis marqués ou mis en surbrillance. Sans oublier évidemment les modes détective, les sens de sorceleur, les focus, les sixièmes sens d'assassin, bref, n'importe quoi qui puisse nous permettre d'appréhender notre environnement d'une façon différente grâce à une seconde couche d'interface. Quant aux menus, ils sont évidemment beaucoup plus fournis, avec des inventaires, des fiches de stats, des arbres de compétences ou des paramètres dans tous les sens. Et si aujourd'hui la plupart des jeux se reposent sur des modèles bien établis et qui rentrent plutôt dans les exigences que Don Norman évoque dans son bouquin, il y a les bons et les mauvais élèves. Monster Hunter World est probablement un des jeux qui a le plus cartonné cette année, et beaucoup de gens ont pu découvrir la série avec cet épisode. Mais je suis prêt à parier que pour une majorité d'entre eux, la première grosse difficulté qu'il a fallu surmonter, c'est l'interface. D'abord, au lancement du jeu, la police d'écriture du HUD était particulièrement réduite, et même notre rédac chef bien-aimé en a souffert. Pour un titre sorti en premier sur console de salon, c'est une grossière erreur, puisque la plupart des gens jouent logiquement depuis leur canapé et ne peuvent pas lire des textes aussi petits à cette distance, à moins d'avoir un cinéma privé. Heureusement, ce fut patché par la suite. De plus, c'est un jeu dans lequel on passe beaucoup de temps à naviguer dans les menus, et si en termes d'input ça fonctionne assez bien, avec la croix directionnelle et les gâchettes, l'arborescence est particulièrement confuse, avec des détails spécifiques pour certaines armes au même niveau que des onglets beaucoup plus généraux. À chaque nouvelle page ouverte, le jeu nous bombarde de texte pour nous apprendre tout ce qu'il y a à savoir dessus. Or, au début du jeu, tout est accessible, et on peut donc très vite être noyé sous une masse d'infos qu'on skippera impatiemment, parce qu'à la base on voulait juste péter la tronche à des monstres. Moi en tout cas c'est ce que je voulais. Et il faut bien une petite dizaine d'heures pour arriver à tout ingurgiter et pouvoir profiter de la chasse sans un lourd handicap dû à une interface mal pensée. A l'inverse, Persona 5, qui lui aussi a connu un certain succès en Occident l'année dernière, a tout misé sur son interface pour appuyer sa proposition.
D'abord, comme l'a confié l'équipe d'Atlus au CEDEC 2017, le rouge dominant du jeu a été choisi pour prolonger la stratégie d'identification de chaque jeu de l'éditeur, entamé avec Persona 3 et son bleu caractéristique. Persona 4 était jaune, Catherine rose bonbon, et Persona 5 a lui aussi eu droit à son code couleur. Comme dans Monster Hunter, c'est un jeu dans lequel on passe un bon bout de temps dans les menus. Pour faciliter la lisibilité des textes au sein du rouge dominant, les designers ont décidé de n'utiliser quasiment que du noir et du blanc. Il y a donc un contraste vif entre ceux qui participent à l'ambiance du jeu et les informations pertinentes pour le joueur. L'ajout de lignes qui coupent l'écran des menus permettant aussi d'orienter le regard directement sur ce qui est utile. Mais pour que la navigation soit encore plus dynamique, chaque page du menu a été articulée autour d'un modèle 3D du personnage principal qui change de pose quand on change de page ou d'onglet sur une page. Toutes les animations pètent la classe et se balader dans les menus est presque un jeu en soi. Enfin, il y a aussi l'interface des combats, tellement travaillée qu'elle est devenue un mème peu après la sortie du jeu. Chaque action est attribuée à un bouton spécifique et on peut donc enchaîner les actions à une vitesse incroyable, ce qui rend les combats particulièrement spectaculaires alors que c'est juste du tour par tour. L'interface de Persona 5 a donc joué un rôle prépondérant dans l'identité du jeu, mais son game design tout entier en profite, de ses combats à ses composantes statistiques. Mais en plus de lui donner une identité, l'interface peut aussi participer à une forme de narration si elle est ancrée dans l'univers du jeu. Metroid Prime est peut-être l'exemple le plus évident qui me vient en tête quand il faut parler d'interface diégétique. Toute l'interface du jeu est intégrée au casque de Samus, et chaque élément affiché aux yeux du joueur l'est donc également aux yeux de la chasseuse de primes. Les jauges de santé, de missiles et de danger sont intégrées horizontalement et verticalement pour épouser la forme du casque, et les différents viseurs et rayons sont représentés par des symboles, ce qui simplifie la lecture de l'écran. Les petites animations du lock en combat renforcent le côté armure, qui est aussi un assistant façon Iron Man, et le viseur analytique permet à la fois d'interagir avec les environnements du jeu, comme des interrupteurs ou des ascenseurs, mais aussi d'en apprendre plus sur Talon 4 et son écosystème. Une interface élégante et économique donc, et qui appuie cette sensation d'incarner Samus seul face à l'hostilité de la planète. On peut aussi penser à l'interface de Dead Space, complètement intégrée à notre avatar, Isaac Clarke. La jauge de santé est représentée sur sa colonne vertébrale avec des indices de couleur pour mieux visualiser si on est dans le mal. Les munitions, elles, sont directement affichées sur les armes et on les voit comme Isaac les voit. Et les menus d'inventaire sont aussi diégétiques puisqu'ils sont formés sous une projection holographique et Isaac suit du regard chacun de nos déplacements au sein de celle-ci comme s'il faisait lui-même ses choix. Évidemment, il n'y a pas de pause pendant ces phases de menuing, ce qui renforce cette expérience survival horror puisqu'il faut être sûr d'être pépère avant de s'y lancer, au risque de se faire croquer les miches alors qu'on upgrade une arme. Oh, what do we have here? Oh shit, this is the wrong time for a data log. Bad time, bad. Pour s'éloigner de l'espace, on peut mentionner le Pip-Boy de Fallout, interface diégétique devenue au moins aussi culte que sa licence, ou encore le téléphone portable dans GTA V, qui permet de gérer un certain nombre de paramètres directement liés à la réalité du jeu. Côté indé, Firewatch gère aussi subtilement la chose, avec la carte directement intégrée à l'univers du jeu. Et la bonne idée de Campo Santo, c'est de noter ici et là des références au dialogue avec Delilah qu'on a choisi à travers Henry. En plus d'être une interface cohérente pour le jeu, elle agit comme un petit carnet de bord qui retrace nos choix et ancre un peu plus les personnages dans son univers. Mais il y a un jeu récent qui va encore beaucoup plus loin dans son utilisation diégétique de l'interface. Nier Automata nous place dans la peau synthétique de 2B, une androïde de combat. Après le tuto du jeu, 2B est réinitialisée et on comprend que l'interface que l'on voit est exactement la même pour elle. Nines nous accompagne dans les réglages comme si c'est 2B qui se paramétrait elle-même. Évidemment, ça fonctionne hyper bien et rend l'interface du jeu particulièrement crédible. Son designer, Isayoshi Kijima, révèle avoir appliqué un filtre sur tous les menus pour renforcer l'impression de lire sur un moniteur d'ordinateur. Mais ça va plus loin que ça, puisque Nier Automata fonctionne avec un système de puces pour customiser 2B et ses capacités, et certaines puces sont directement liées à l'interface et au HUD. On peut par exemple se débarrasser de la minimap ou de la jauge de vie des ennemis au profit d'une meilleure attaque à distance ou d'une esquive plus large. La modulation même de l'interface est justifiée dans la diégèse et appuie la condition d'androïde de combat de 2B qui peut se customiser comme on pourrait customiser une M4 avec un chargeur plus grand ou un pointeur laser. Du coup, est-ce que son existence précède son essence? Je vous laisse y réfléchir. Mais lui n'a pas qu'un impact sur la cohérence d'un jeu. Parfois, elle va même influencer ses systèmes et ses mécaniques. Dans Into the Breach, nous sommes placés à la tête d'une escouade de mechas qui doivent protéger les habitations de la menace des Vek, des kaiju destructeurs. C'est un tactical pur et dur, sauf qu'ici, tuer n'est pas le premier objectif, il faut avant tout survivre. Pour ça, les différents mechas disposent de nombreuses attaques qui peuvent soit blesser les Vek, soit les déplacer d'une certaine façon, soit leur appliquer des malus divers. Et chaque tour de jeu est une sorte de mini-puzzle dans lequel il faut arriver à nullifier toutes les menaces, soit par la force, soit par la diversion. Ici, rien ne peut être laissé au hasard, et l'équipe de Subset Games a passé près d'un tiers du temps de développement à penser et peaufiner son interface pour qu'on puisse comprendre précisément les enjeux de chaque tour.
C'est d'abord passé par tout un ensemble de symboles et de codes couleurs pour assurer une lisibilité à toute action, que ce soit des flèches pour montrer les déplacements potentiels après une attaque, ou des cases en rouge ou jaune en fonction de ce qui va se passer au début du tour ennemi. Let's see. Please. Ah! Ensuite, chaque attaque d'un mecha est représentée par un gif animé et dynamique qui montre précisément le mecha en train de faire l'attaque pour comprendre tout ce qu'elle peut faire. Après des premiers playtests avec seulement des textes, beaucoup de playtesters n'arrivaient pas à comprendre concrètement ce que faisaient certaines attaques. Les développeurs firent donc le choix de privilégier les images aux mots, même si cela impliquait une masse de travail supplémentaire conséquente. Mais ce n'est pas tout, puisque certaines attaques ont carrément été jetées à la poubelle parce qu'elles étaient trop complexes, et que même avec toute la surcouche d'interface mise en place, beaucoup de playtesters n'arrivaient pas à prévoir correctement leur champ d'action. Ce fut le cas notamment pour une attaque en losange et une charge linéaire qui repoussait tout ce qui se trouvait sur des cases adjacentes. Une décision radicale qui reflète la volonté de Subset Games de rendre avant tout leur jeu parfaitement lisible et jouable, plutôt qu'un peu plus profond, mais peut-être aussi un peu trop complexe pour fonctionner correctement. Au passage, Into the Breach sur Switch, c'est le meilleur combo pour aller sur le trône, toi-même tu sais. D'ailleurs, en parlant de jeu pour aller sur le trône, Hearthstone est aussi un titre dans lequel l'interface a eu un poids très important. Celle-ci a dû être conceptualisée très tôt dans le développement, ne serait-ce que pour pouvoir prototyper le jeu, puisque tout passe par celle-ci. Et beaucoup d'idées ont été mises de côté avant d'arriver à la fameuse boîte en bois qu'on ouvre sur le coin de table d'une taverne avec une minière reine à l'intérieur. Vous aurez peut-être remarqué que les objets comme les clés ou les cartes, contrairement au reste de l'interface, ont été modélisés en 3D. Derek Sakamoto, le lead UI designer du jeu, a avoué que c'était pour donner plus de valeur à des objets qui devaient être gagnés ou achetés et renforcer le sentiment d'ouvrir un vrai paquet de cartes quand on ouvre un booster dans le jeu, avec un tas de feedback dans tous les sens pour valider votre achat plus ou moins réfléchi. Enfin, c'est aussi l'interface qui a limité le nombre de cartes que l'on peut poser sur la table, puisqu'au-dessus de 7, ça devenait trop le bordel, et des mécaniques qui devaient impacter le tour suivant ont été retirées parce qu'elles surchargeaient la planche de jeu d'informations qui n'apportaient finalement pas assez au gameplay. C'est pour ces quelques raisons que Sakamoto appuie sur le fait que l'UI design doit vraiment être partie prenante des grandes décisions de game design, et ce tout au long du développement du jeu, parce que dans le cas d'un titre comme Hearthstone, l'interface c'est le jeu. Mais il y a des équipes qui préfèrent aller dans une direction complètement différente. Certains jeux délestent justement toute forme d'interface pour appuyer leurs propositions. Vous l'avez compris ici, les interfaces, de par toutes les informations qu'elles nous transmettent, influencent donc forcément notre façon de jouer. Dans The Witcher 3 par exemple, on est finalement bien plus souvent avec le nez sur la minimap pour savoir où on va, plutôt qu'en train d'essayer de se guider grâce aux environnements, et pour de nombreuses quêtes, il est impossible de s'en passer par manque d'indications intradiégétiques. Ou alors, dans les derniers Far Cry, on se contente régulièrement de suivre les marqueurs d'objectifs sans réellement réfléchir ni s'impliquer dans notre activité. Et parfois, les marqueurs nous indiquent même des choses que ni notre avatar ni nous-mêmes sommes censés savoir. C'est comme si un pote qui avait déjà fait le jeu vous disait quoi faire. Du coup, pour éviter ces travers, certains studios essaient de limiter l'importance du HUD dans l'expérience de jeu. Les jeux Arcane, dont on avait parlé dans un précédent épisode, illustrent bien cette philosophie, puisqu'il est tout à fait possible de les terminer en désactivant les marqueurs d'objectifs, et ça nous force d'ailleurs à nous engager beaucoup plus dans l'expérience, et à mon humble avis, de profiter d'autant plus du travail des levels et narrative designers. Le dernier Zelda est aussi un bon exemple avec son mode pro qui désactive tout ou presque sur le HUD, et sans la minimap, on a beaucoup plus tendance à essayer de se repérer grâce aux environnements, notamment les montagnes, pour aller d'un point A à un point B. Et bien sûr, comme on observe constamment notre environnement, on aura d'autant plus de chances d'être tenté d'aller fouiner ailleurs, chose que l'équipe de Fujibayashi recherchait tout particulièrement avec cet épisode. Mais il y a un jeu pour lequel cette idée de zéro interface a tout défini, c'est le premier Assassin's Creed. En effet, dès ses premiers prototypes, le jeu de Patrice Desilets avait été pensé pour fonctionner en se reposant uniquement sur des éléments intradégétiques et donc sans HUD. Pour la navigation dans le royaume, qui liait les 4 villes du jeu, il y avait des panneaux un peu partout, et sa structure formée autour de grands axes principaux laissait difficilement l'occasion de se perdre. Dans les villes, les fameuses tours d'observation permettaient dans un premier temps de trouver le bureau des assassins de chaque quartier, puis ensuite de trouver les lieux d'intérêt en suivant les indications géographiques du responsable du bureau. Par exemple, s'il fallait aller dans un quartier juif, il suffisait de grimper à une tour et de chercher une étoile de David pour savoir où aller. Enfin, en écoutant attentivement les passants et en participant aux différentes activités passionnantes que le jeu proposait, on pouvait en apprendre suffisamment sur notre cible pour passer à l'action sans se faire déplumer par les Templiers. Mais Ubisoft fit finalement machine arrière en cours de développement et ajouta toute une surcouche d'interface justifiée par le fameux Animus. Et même s'il faut admettre que cette idée de synchronisation avec l'ancêtre était plutôt bien trouvée, puisqu'elle permettait de justifier à peu près tout et n'importe quoi, l'intérêt de la boucle de base du jeu en fut fortement amoindri. Et cette sensation d'incarner un assassin méthodique qui s'appropriait son environnement pour atteindre ses cibles s'évapora avec l'assistance de l'interface qu'il faisait pour nous.
Mais d'autres jeux sont allés au bout de cette démarche sans interface, comme Journey, Inside, Ico ou Another World, en limitant la complexité de leur mécanique et en travaillant sur les affordances des objets avec lesquels on peut interagir, ils rendent le jeu possible sans avoir besoin d'expliciter quoi que ce soit. Et je crois qu'on a fait le tour. Il sera temps, ça commence à être long là. En s'y intéressant d'un peu plus près, les interfaces nous en apprennent beaucoup sur les jeux qu'elles enveloppent. Elles traduisent les volontés profondes des designers et dictent notre façon d'interagir avec un jeu et logiquement notre appréciation de celui-ci. Elles doivent donc être envisagées de plus en plus en amont par les développeurs, que ce soit pour s'assurer de la bonne compréhension des différentes mécaniques de jeu ou pour avoir du sens dans des expériences qui se veulent cohérentes et engageantes. Enfin, elles sont aussi devenues avec le temps un des meilleurs outils pour rendre le jeu vidéo plus inclusif. Par exemple, le dernier Spider-Man propose de nombreuses options pour customiser son HUD, pour que ses éléments soient plus visibles et plus gros pour celles et ceux qui en auraient besoin. Into the Breach, encore lui, propose toute son interface dans une autre palette de couleurs pour toutes les personnes daltoniennes. Et Fortnite offre un mode particulier pour les malentendants, avec des indices visuels supplémentaires pour savoir d'où on les canarde. Que ce soit donc pour l'accessibilité ou pour le game design, les interfaces de jeu sont un véritable terrain d'expérimentation et d'expression, et nous avons toutes et tous beaucoup à gagner à y être attentifs, tant pour mieux comprendre les jeux auxquels on joue que pour y jouer dans les meilleures conditions possibles.